Médaillé de la Résistance. Bonjour monsieur, merci d'être là, ça fait très plaisir. Pascal Gallet, un des fils de Toussaint Gallet. Et mon frère, je ne sais pas où il est. Par là. Par là. Que tu es gentil d'être là. Tu es gentil d'être là. C'est vrai? C'est gentil, j'en suis d'autant plus heureux. Ouais. Il y avait le franchement. Voilà. Voilà. C'est ça qui nous a fait rencontrer. Hein. C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Merci Dante. Ben oui, c'est celui sur lequel on se fonde, nous aussi. Mon frère, moi. Je suis bon, très très ému. Merci. Est-ce que je peux te présenter en face, oui, c'est pour eux, et ma nièce. Ça va bien? Voilà. Dominique, le frère est là derrière. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Très bien, merci. Est-ce que je peux vous présenter M. Armonier? Elle est l'adjointe au maire chargée de la mémoire. Voilà. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est chargé de la mémoire. À vous rassembler face à cette plaque et cet immeuble. Comme un vote du Conseil de Paris, on a décidé les 26 et 27 septembre 2005. Vous allez maintenant assister à la cérémonie d'inauguration de la plaque à la mémoire de Toussaint Gallet, résistant, déporté, qui assura l'accueil de ses camarades déportés à l'hôtel Lutetia en tant que médecin-chef des centres de déportés. Sur la façade de cet immeuble, où il habita jusqu'à sa mort en 1970. La cérémonie débutera par un discours d'accueil de M. Pierre-Christian Botinger, maire du 16e arrondissement. Mme Odette Christienne, adjointe au maire de Paris chargée de la mémoire, du monde combattant et des archives, prononcera ensuite son allocution au nom de M. le maire de Paris. Il reviendra à messieurs Pascal et Dominique Gallet de conclure les allocutions. À l'issue des discours, Madame Christienne, Monsieur le maire du 16e et Messieurs Pascal et Dominique Gallet procéderont au dévoilement de la plaque sur cet immeuble. Après le dévoilement, nous vous demanderons de bien vouloir respecter une minute de silence qui sera suivie de la Marseillaise. Pour clore cette cérémonie et en hommage aux femmes et aux hommes de la Résistance, vous entendrez le chant des partisans. Je donne maintenant la parole à M. Pierre-Christian Tétinger, maire du 16e. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous remercier en tant que maire de cet arrondissement d'être venus nombreux pour honorer la mémoire d'un homme à qui aujourd'hui Paris rend hommage. Et voici réunis devant cette maison où il a vécu avec sa famille, où il a reçu ses amis, où il a reçu les gens qui avaient plaisir à retrouver. Il y a une vieille tradition dans Paris, c'est de marquer les itinéraires des gens qui ont fait par leur vie, qui ont accompli par leur œuvre, par les gestes d'engagement qu'ils ont pu avoir, une œuvre dont nous avons le devoir de garder la mémoire. Pendant longtemps, dans cet arrondissement, des plaques étaient réservées à des hommes de lettres. Au XVIIe,
c'était Racine, c'était Molière, c'était Boileau. Nous rappelions aux passants et aux touristes qu'ils étaient vivants encore dans cet arrondissement. Et puis, il y a eu le XVIIIe siècle avec les encyclopédistes. Et puis est arrivée la guerre. À partir de 14-18, nous avons rappelé le souvenir d'hommes, de femmes qui, pendant cette guerre, avaient joué des rôles marquants et que nous n'avions pas le droit d'oublier. Aujourd'hui, c'est un homme qui a choisi son devoir, il l'a accompli à une époque où le devoir était une notion très difficile pour beaucoup à connaître. Lui a fait le choix et il était jusqu'à la logique de ce choix. Alors aujourd'hui, simplement, c'est un témoignage de reconnaissance, de gratitude pour nous, et puis surtout pour ceux qui traverseront cette rue, qui regarderont les plaques, parce qu'énormément de gens regardent les plaques dans les rues de Paris, et ça sera un souvenir de dire que le temps passe, les jours s'éloignent, en souhaitant que jamais nous ne retrouvions les mêmes périodes et les mêmes temps, et simplement que cette plaque veut dire que nous n'oublions pas. La parole est maintenant à Madame Odette Christienne, adjointe au maire de Paris chargée de la mémoire. Les amis, la famille, M. Gallet, Toussaint Gallet, mesdames et messieurs, on a l'expérience du bien qu'en l'accomplissant, décrit Simone Veil dans un ouvrage, La pesanteur et de la grâce. Nul doute qu'à tous les moments de sa vie, Toussaint Gallet ait repris à son compte cette profession de foi et qu'il ait fait de ce principe une règle de conduite. Toussaint Gallet était en effet du petit nombre de ceux qui ont donné d'emblée et sans compter le meilleur d'eux-mêmes pour les causes les plus nobles, celle de l'homme et celle de la France. Fort jeune, en puisant à deux sources, l'humanisme agissant et le patriotisme exigeant. Né dans les premières années du siècle, Toussaint Gallet se destine très tôt à la médecine. Une médecine au service des hommes. Il en vit l'exercice comme une vocation. Il ne tarde pas à donner un visage aux valeurs de dévouement et de disponibilité. C'est ce même don de soi, doublé d'un grand courage, qui verra en juin 1940, dans la forêt d'Orléans, le jeune médecin lieutenant secourir ses camarades blessés sous le feu de l'ennemi, et plus tard, le résistant soigner ses compagnons de longue vie. Aspirant aux grandes entreprises, rempli jusqu'au bord de l'âme de la passion de la France, Toussaint Gallet en effet rejoint la résistance. Au sein du réseau BEAM, il dirige un groupe d'agents officiants dans la région du Havre. Ils ont à charge, dans ce couloir stratégique de Normandie, de recueillir des renseignements sur les lignes de défense allemandes, une mission d'autant plus importante que s'annonce le débarquement à Lille. Sa tâche, qui mène à partir de Paris, n'est pas facile. La France est surveillée. Chacun doit rester sur ses gardes, car chacun se trouve menacé. Dans ce climat de chasse à l'homme, ont restauré la Gestapo et la police de Vichy. Toussaint Gallet se sait chercher. Il n'en continue pas moins le combat au péril de sa vie. Car en ce printemps 44, la libération est là, toute proche, nul n'en doute maintenant. Elle requiert l'effort de tous, au prix souvent des plus grands risques, et la répression de l'occupant est devenue féroce. Le destin d'ailleurs ne laissera pas le temps à Toussaint Gallet de parachever sa mission. Arrêté à Paris le 23 mai 1944, torturé par les hommes de la Gestapo auxquels il oppose son silence d'homme, mis au secret après, sous le sinistre régime de Louis et Fouillard, il est déporté à Buchenwald par le dernier convoi du 15 août 1944. Là, il fait la plus effroyable des découvertes, celle d'un univers où l'on ne sait ce qui prévaut de la barbarie ou de la démence, et de toutes parts, la haine crée son enveloppe. Il y est témoin de scènes atroces,
et à travers ce cortège inouï de monstruosité de ceux que les doctrinaires nazis ont délibérément rompu tous les liens humains. Dans le monde, tous pareils, c'est-à-dire humains, et tous différents, c'est-à-dire eux-mêmes, les hommes forment une communauté d'exception. Ce qui s'expérimente, à l'inverse, à Buchenwald, c'est la fusion des individus en une totalité compacte et anonyme. Rien de ce qui démarque un homme d'un autre homme n'a droit de citer. Les coups, la faim, la privation de parole, la tête rasée, tout est fait pour anéantir l'identité unique de chacun et pour qu'il ne reste de l'homme que l'organe d'un seul genre qu'on peine encore à appeler humain. Dans l'horreur de Buchenwald, Toussaint Gallet ressent l'impérieuse nécessité de lutter contre l'écroulement des racines humaines, contre la désagrégation de tout ce qui fait la raison d'être, ce qui l'a secouru. Conscient des dangers que pour ces hommes et des organismes que la déportation a laissés faibles et démunis, il élabore un programme pour dire toute notre admiration et notre gratitude à l'égard d'un homme qui avait sans doute toutes les raisons de désespérer de l'humanité et qui fit précisément sa raison de vivre et d'espérer. Un espoir et une lumière qui éclairent de leur générosité radieuse cette révolte qui portait en lui devant toute souffrance humaine. Une espérance qui a trouvé à s'incarner après la guerre à travers son itinéraire d'homme et de médecin. Président de l'Association des médecins déportés, président de la commission de réforme des déportés, Toussaint Gallet poursuivra une œuvre exemplaire de solidarité à l'intention de ses compagnons et de leurs familles. Il n'aura cesse d'entretenir le souvenir de ses frères d'infortune disparus dans les camps en rappelant le sens de leur sacrifice. Constant attachement à rendre accessible au plus grand nombre les savoirs et les progrès de la médecine. Fondateur du journal Santé publique et plus tard de la revue française de gérontologie. Médecin inspecteur principal de la jeunesse et des sports. Elle esquisse le visage d'un être profondément humain, capable de lire dans les cœurs et de chercher à soulager toutes les misères, celui d'un homme engagé dans son siècle. Aujourd'hui, alors qu'en présence de sa famille et de ses proches, nous inscrivons son nom au cœur de la capitale, nous avons une pensée émue pour ce grand serviteur de la France. La parole est à Monsieur Pascal Emmanuel Gallet. Bonjour. Cette inscription que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un monument de déploration. 36 ans après le deuil, c'est cette évidence qui s'impose. Toussaint Gallet, notre père, bien-aimé, n'a jamais été une victime, parce qu'il ne s'est jamais considéré comme une victime. Cette inscription, qui désormais restera sur la façade du 33 rue Poussin, notre maison, est un monument d'énergie et d'espoir. Je remercie Monsieur le maire de Paris et Monsieur le maire du 16e d'avoir accordé ce bonheur et cette fierté à ses fils, à ses petits-enfants qu'il n'a pas connus, à ses amis, à ses compagnons et camarades encore parmi nous, d'avoir inscrit cette mémoire dans la pierre de Paris, dans la pierre d'un monument de victoire. Notre père aurait eu 100 ans le 4 juillet dernier. Ce siècle a vu naître dans notre famille 3 générations. Chacune a eu et aura son lot de combats et d'ardeur dans la fidélité à la patrie et l'ouverture au monde. Je voudrais évoquer simplement un de ces combats, une de ces victoires, qui traverse ces 3 générations. Quand j'ai demandé à ma grand-mère « Pourquoi avez-vous, avec mon grand-père, voulu que votre fils apprenne l'allemand ?» Elle m'a répondu « Il faut connaître la langue de son ennemi. » Quand Erika, jeune Allemande de 20 ans qui a vécu ici quelques mois avec nous en 1960, demanda devant moi à mon père, à notre père, « Mais comment, après avoir subi ce que les Allemands vous ont fait subir, pouvez-vous faire apprendre leur langue à vos enfants? Pourquoi ?» Il lui a répondu, « Pour que cela ne puisse jamais se reproduire, il faut se connaître. Et c'est d'abord par sa langue qu'on se connaît. »
Quand Sophie Catherine, ma fille bien-aimée, est entrée en 6e, j'ai pu enfin lui dire seulement « Apprends l'allemand, c'est une si belle langue et si importante pour notre pensée ». Il a fallu 3 générations pour cette victoire de l'intelligence et de la liberté. C'est une des victoires de Toussaint Gallet. Je voudrais terminer en évoquant 2 belles et grandes ombres qui seraient si fières d'être parmi nous. Sa mère, Marie-Thérèse Lorenzi, son épouse, Thérèse Raquin, qui toutes 2 l'ont si tendrement aimée. La parole est maintenant à M. Dominique Gallet. Elle voulait nous transmettre de son combat comme une métaphore de la vie. Il n'évoquait jamais l'angoisse du résistant traqué par la Gestapo, les souffrances de l'être humain déporté dans l'antre de la bête. Non, il ne parlait jamais des terribles épreuves. Il nous faisait comprendre l'esprit de la résistance, ce combat sublime pour la liberté d'un peuple, le peuple français, contre une idéologie, le nazisme, et non la haine du peuple allemand. Lui, le patriote français, était germaniste et grand admirateur de Goethe. Paradoxe tragique, Weimar était à quelques kilomètres de Buchenwald, et l'arbre au pied duquel l'écrivain aimait venir méditer se trouvait dans l'enceinte même du camp de concentration construit par les nazis, sans être conscient de la portée symbolique de leur acte. Hitler déportait aussi Goethe. La vision quotidienne de la silhouette noire et squelettique de l'arbre qui se dressait était pour de nombreux déportés un signe, une raison supplémentaire de faire face à la barbarie nazie et de continuer à croire en l'homme. Il m'a fait comprendre le sens du patriotisme comme un humanisme que tout oppose au nationalisme, comme une précieuse contribution à la diversité humaine. Il m'a fait aimer la France comme une idée indispensable au monde, l'idée de la République et de ses valeurs universalistes, une France si souvent rebelle, refusant les fatalités des oppressions et des injustices, et dont la grandeur est de mettre sa liberté au service de la liberté du monde. Son sourire loyal et bon de tous les instants, qui exprimait la noblesse de son âme, sa force de caractère exceptionnelle, son sens profond de la fraternité humaine, ont été pour moi une exceptionnelle initiation à la vie. Et dans le fracas chaotique de la réalité du monde, son exemple est une boussole lumineuse, une étoile chaleureuse qui a toujours guidé mes choix, mes engagements, ma vie. Non seulement je suis infiniment reconnaissant au maire de Paris, au maire du 16e arrondissement et à tous les élus parisiens d'avoir décidé d'honorer la mémoire de notre père, Dr Toussaint Gallet, mais aussi d'avoir choisi la date du 19 juin pour cette cérémonie de dévoilement de la plaque du Grand Hommage. Au lendemain de l'appel du 18 juin, lancé par le général de Gaulle, chef de cette armée des hommes, dont Toussaint Gallet était un des soldats, mais aussi au lendemain de l'anniversaire qui marque le premier grand acte de résistance française, un acte de dignité humaine, de fraternité républicaine, Jean Moulin, alors préfet de Chartres, au fond de la cellule qu'il partage avec un tirailleur sénégalais, se tranche la gorge pour ne pas céder aux Allemands qui veulent l'obliger à signer une déclaration accusant des soldats africains de l'armée française d'avoir commis des crimes de guerre perpétrés par l'armée hitlérienne. Sauvé in extremis et libéré, il rejoindra l'homme du 18 juin. Comme tous les enfants, comme toutes les familles de ces femmes et de ces hommes, aux conditions, aux origines et aux âges si divers, qui continuèrent le combat dans la France libre, je transmets. Mon épouse Mona Maki, qui a été formée à la mission laïque française de Beyrouth, ainsi que nos enfants Émilie et Joseph, transmettent l'exemple, la parole essentielle qu'il nous a laissée en héritage. Pour nous, qui avons été si proches du foyer ardent, la tâche est évidente, exaltante. Mais la société, les institutions et nos élites dirigeantes qui ont en charge collectivement
la transmission de l'héritage de fraternité républicaine, que font-elles pour la faire fructifier, ou même simplement ne pas laisser l'héritage se délabré? Ayons en mémoire l'avertissement prémonitoire que lançait Vercors dans ses chroniques de minuit. Il écrivait en mai 1945, peut-être le plus grave danger qui périodiquement menace l'esprit humain réside-t-il dans cette tendance, cette facilité à laisser les idées et les mots devenir fossiles. N'oublions pas la confiance dans l'avenir, l'espérance de ceux qui acceptèrent d'aller jusqu'au sacrifice suprême sans parler pour leur décision ultime. Quel ressort intime, le sentiment essentiel qui les guidait vers leur ciel, les douces heures de leur passé, l'image des êtres aimés, mais aussi par leur silence, parler à la descendance. Madame Odette Christienne, Monsieur Pierre-Christian Tétinger, Pascal Emmanuel et Dominique Gallet vont maintenant procéder au dévoilement de la plaque. Pendant que les personnalités vont maintenant saluer les porte-drapeaux, vous allez entendre le chant des partisans en hommage aux hommes et aux femmes de la résistance.
Mesdames, Messieurs, la cérémonie maintenant terminée, nous vous remercions de votre présence. Cher président. Et surtout, ça se passe maintenant et que cette belle conférence. Bravo pour les terrains de football. Ah oui, mais Là, je me suis marré. il faut le lire après la page 20. Ah, j'ai tout lu. Ah oui. J'ai tout lu. Merci. Ah oui, je le sais. Malheureusement, je suis négatif maintenant. Ah oui, oui. Ah bon, c'est pas un livre sur le football? Non, pas vraiment, mais c'est drôle. Bonjour Jean-Marie. Vous connaissez Jean-Yves Texier, Jean-Marie Borzex, oui. Que dis-tu Jean-Marie? Moi je me demande, oui. Je ne sais pas que tu es disparu. Ça pourrait se faire. Une blague il y a 10 jours, Oui, oui. il était là. En odeur d'Anne Hébert, un écrivain québécois dans le 5e arrondissement. Pas de Jean-Marie Borzex. Pas encore pour moi, mais ça va venir. Dans un siècle. Dans un siècle. Quand tu seras mort. La reconnaissance sera posthume mais considérable. Ça va toi? Ça va. Ouais. C'est la bonne vie. C'est une chose. C'est déjà un certain mérite. Hein. Pour avoir une bonne nuit? Pour avoir une bonne vie. Bah, la vente de tout le monde. La France a une bonne mine elle-même. Ouais. Pauvre pays. Ne parlons pas de la France. Pauvre pays. Tragique. Même au mondial, ça va pas. Ah. Ouais. Si ça allait ailleurs, ce serait... Non mais c'est quand même tellement... Tout ça est un ensemble de miroirs et de symboles. Oui, madame. Ne te cache pas, hein. Ne te cache pas. Hein. C'est pas moi la fille. Un peu de présence. Mais oui, François Veil. Tu sais, François Veil est le fils de donc ses parents ont été cachés à Roanne par sa grand-mère dans sa pharmacie, voilà, pendant la guerre. Parce que ma mère, qui n'en a pas fait état et qui ne s'est pas considérée comme une résistance, avait caché dans sa pharmacie pendant 2 ans les parents, parce qu'ils étaient considérés comme juifs, de monsieur. Et voilà, bon, on l'a jamais parlé parce qu'elle pensait que c'était normal. C'était un simple devoir. Et c'est normal, il n'y a pas encore un... Il y avait des risques. C'est comme ça qu'il fallait réagir et c'est bien qu'elle n'ait pas voulu en faire, faire un état. Bon. Voilà. C'était comme ça, de sa modestie. Enfin bon, en même temps maintenant... C'est une phrase que tu viens de trouver. Et les enfants, je voudrais qu'ils disent bientôt. Au revoir. À très bientôt. Oui, j'en ai une là. J'en ai une. C'est ma soeur. En 46, oui. Je voudrais que vous disiez, toi et les enfants, au revoir. Ah bon?
Saint-Galais aussi. Voilà. Sa photo, mais elle était pas de le revoir. J'en ai d'autres, Qu'est-ce que ça fait plaisir que tu sois là. On va prendre une photo avec lui. Myriam va nous prendre en photo. Et Manu, où est-ce qu'il est? Et avec mon ami. Oui, c'est la vieille Avec dame. mes grands amis. Sa famille. Je me dis ici, je crois que c'est. Quelqu'un avec Oui.